Alors bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle série de webinaires de French Cluster, les American Business Bootcamp. Et même si le nom est en anglais, je vous rassure que les interventions d'aujourd'hui auront bien lieu en français. Il s'agit d'un guide de démarrage rapide pour développer son business aux États-Unis depuis la France et dans le contexte international que nous connaissons tous et qui limite malheureusement en ce moment les déplacements. Donc, cet événement d'aujourd'hui est organisé par le French Cluster avec un pool d'experts francophones basés aux États-Unis et possédant une parfaite connaissance du marché américain et qui souhaitent aider leur communauté à mieux réussir en toute bienveillance leur devise « Donnons-nous au sens à l'excellence ». Vous trouverez plus d'informations sur le site de French Cluster, c'est www.frenchcluster.com. À noter aussi que ce webinaire d'aujourd'hui est réalisé en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et Business France. Aujourd'hui, nous aborderons 4 thématiques qui sont très business et autour de comment créer sa filiale à distance, que doit-on savoir quand on réfléchit à ses prochains locaux commerciaux aux États-Unis, les meilleures pratiques à connaître sur la partie RH pour recruter ou envoyer des employés aux États-Unis, et les différences culturelles à prendre en compte quand on se prépare à franchir l'Atlantique. Enfin, nous aurons aussi l'occasion et le plaisir d'accueillir Clément Aubray, un chef d'entreprise qui nous donnera son retour d'expérience en tant que directeur US de Rotisol, qui est venu s'installer sur Los Angeles en 2019. Avant toutefois de démarrer, je propose que chacun se présente autour de la table et je passe la parole donc à nos panélistes. Je vous laisse la parole pour vous présenter en 1 minute. Merci. On va commencer peut-être, Sébastien, par vous, en ordre Oui. de dérouler. Donc, Sébastien Villon, je suis basé à Chicago. Je suis un des dirigeants de BB Inc. À Chicago, avec à peu près 22 ans d'expérience aux États-Unis dans différentes fonctions. Et maintenant, un des dirigeants de BB Inc. depuis à peu près 4 ans. Merci. Myriam. Bonjour à tous, donc Myriam Le Cannelier, moi je suis installée également à Chicago depuis une quinzaine d'années, aux États-Unis depuis 20 ans, à l'étranger depuis 25 ans et j'ai cofondé un cabinet de recrutement de cadres qui se spécialise donc dans le recrutement de talents aux États-Unis pour des entreprises européennes et nous travaillons régulièrement avec beaucoup d'entreprises françaises. Merci beaucoup, Myriam. Franck. Bonjour, je ne suis pas sûr que vous me voyez à ce moment. Est-ce que vous me voyez, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement, très bien. Bon, d'accord, parfait. Bonjour, donc je m'appelle Franck Morino, je m'occupe d'immobilier commercial, immobilier industriel à Los Angeles. Je suis ici depuis 1982 et j'assiste les compagnies qui cherchent des locaux ou des locaux pour leurs entreprises ou des bureaux pour leurs entreprises. Et c'est un moment excitant ici à Los Angeles parce que les Dodgers sont en train de gagner le championnat de baseball et hier, ils ont annulé les Giants de 7-2. Voilà. Merci beaucoup, OK. Franck. Alain. Oui, bonjour, Alain Charbonnier. Je suis basé à Los Angeles et je suis moi-même arrivé aux États-Unis il y a plus de 20 ans. Et j'ai exercé dans des domaines du management international, du business development, de la stratégie de la tech, sur un peu tous les continents. Et je suis franco-américain. J'ai démarré il y a 5 ans une activité d'aide aux entrepreneurs et aux exécutifs étrangers pour les aider à venir s'installer et à démarrer leurs projets américains partout aux États-Unis. Et on les aide je dirais, depuis les aspects logistiques qui sont les plus simples jusqu'aux aspects culturels qui sont les plus complexes, comme on verra tout à l'heure. Merci beaucoup. Clément. Bonjour à tous. Clément Aubray, moi je suis arrivé à Los Angeles il y a 2 ans maintenant avec la mission de venir restructurer et relancer la filiale US du groupe Rotisol qui conçoit et fabrique depuis près de 70 ans maintenant
l'équipement de restauration professionnelle et notamment des rôtissoirs. Donc, c'est un des leaders mondiaux dans ce secteur des rôtissoirs. Et voilà, nos clients principaux vont être les restaurants, les supermarchés, les hôtels, etc. Et avant ça, je travaillais dans un secteur totalement différent puisque j'étais dans l'aéronautique, bien que l'industrie, c'était quand même pas tout à fait la même chose. Donc, voilà. Excellent, merci beaucoup Clément. Et puis pour moi-même, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Omar Jeanjoua, donc je suis chez Business France et je m'occupe en fait de plusieurs activités, dont l'activité Infomarché, mais également le programme VIE et aussi la communication. Business France que vous connaissez, qui est l'agence française pour le développement des exportations et des investissements, avec une grande présence en fait sur le continent nord-américain, avec des bureaux aux États-Unis et au Canada. Toronto, Montréal au Canada et New York, San Francisco, Chicago, Boston, Houston et Détroit aux États-Unis. Et chaque année, donc Business France a l'occasion d'organiser une cinquantaine d'événements collectifs et des programmes d'accélération et accompagne chaque année plus de 1500 entreprises françaises sur le territoire nord-américain. Voilà, donc je souhaite la bienvenue encore en fait à nos panélistes. Je vois que nous avons plusieurs sujets d'expertise en fait autour de la table. On va commencer d'abord, Sébastien, si vous voulez bien, en fait, avec vous, sur un sujet particulièrement intéressant, sur le sujet d'implantation et de s'installer aux États-Unis. Et une implantation et installation aux États-Unis, ça se passe aussi par la création en fait, d'une filiale sur place. Mais la première question que je vous poserai, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de s'implanter aux États-Unis pour faire des affaires ou c'est possible de gérer le tout à distance ou par le biais d'un partenaire? Oui, donc merci Omar de l'introduction. Donc, une des choses à prendre en compte quand, en fait, on parle en général de 3 possibilités d'implantation aux États-Unis. Souvent, les entreprises démarrent aux États-Unis avant de commencer à s'implanter avec une filiale en propre. Souvent, il y a déjà eu un flot d'activité depuis la France ou depuis l'Europe. Donc, souvent, ça démarre avec des relations B2B depuis la France, quelquefois des relations B2C en ce moment maintenant avec les sites Internet où on peut faire des ventes de partout dans le monde. Donc, cette première activité a des plus et des moins. Le grand plus, c'est que c'est un coût moindre. Vous pouvez le faire sans avoir une filiale. Vous pouvez le faire, vous contrôlez tous les coûts depuis la France. Le gros moins de ce système, c'est que vous êtes loin. Les États-Unis, c'est quand même loin de la France. Vous avez des problèmes potentiellement de devises. Les ventes se font en dollars et non pas en euros. Et enfin, un des derniers problèmes, ça peut être la limitation du marché auquel vous allez avoir accès parce que vos clients potentiels vont ou ne vont pas vouloir travailler avec quelqu'un à distance. Donc là, après cette première étape, en général, qui est une première bonne ébauche d'approche, il y a souvent 2 pistes qui sont les étapes numéro 2. C'est soit passer par un distributeur, soit vouloir avoir sa propre filiale. Et les deux ne sont pas exclusifs. Vous pouvez très bien avoir un distributeur sur certains marchés et avoir votre propre filiale, comme vous pouvez avoir très bien un distributeur qui couvre l'ensemble du marché et décider à un moment donné de casser cette relation avec le distributeur pour avoir votre propre filiale. Et pareil, dans ces 2 schémas, il y a des plus et des moins des 2 côtés. Le distributeur va être en général pas leader, mais expert de son segment de marché et va pouvoir vous ouvrir des portes que vous ne pouvez pas ouvrir vous-même. L'inconvénient, c'est qu'il va souvent y avoir une rétention d'informations de ce distributeur. Vous n'allez pas avoir un accès direct au marché. Et donc, suivant les relations que vous avez avec votre distributeur, si c'est une bonne relation, tout va très bien, parfait. Si les relations pêchent à un moment donné dans vos relations, ça peut apporter au clash. Clash dit soit un départ du marché, soit le choix d'avoir cette filiale. Enfin, donc, cette filiale, qui est la 3e option,
Le gros plus, c'est que vous êtes, comme on dit ici, master of your domain. Vous avez tous les choix, mais tous les choix impliquent toutes les responsabilités également. Donc, ce n'est pas un choix anodin. Et ça engendre pas mal de complications également de faire ce choix d'avoir sa propre structure. Excellent, merci beaucoup. Donc, ce qui est à retenir, en fait, le point, ce qu'on retient, c'est qu'une présence locale, quelle que soit la forme, en fait, est quelque chose en fait, qui est recommandé. Et d'avoir soit une structure ou un agent, donc c'est mieux de faire des affaires sur place. Et si on décide de s'implanter, comment est-ce qu'on fait un choix de structure? Par exemple, est-ce qu'on fait un Inc? Est-ce qu'on fait une corporation, un holding? Quelles sont vos recommandations? Alors, donc, je ne suis pas avocat d'affaires, donc ce que je veux vous dire, c'est d'expérience qu'on a de certains de nos clients. Alors ça, c'est juste une petite aparté. Avoir un avocat aux États-Unis, c'est incontournable. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui essayent d'éviter d'avoir affaire à un avocat d'affaires aux États-Unis. C'est un mauvais choix, c'est une mauvaise piste. La case avocat d'affaires est incontournable pour pouvoir avoir un business aux États-Unis. Pour pouvoir créer une filiale, il faut des statuts. Tous ces statuts sont légiférés, mais il y a beaucoup de non-dits dans le droit américain. Et c'est incontournable d'avoir un avocat d'affaires pour vous accompagner dans votre choix de structure. Donc, en général, les entreprises étrangères ont un statut de corporation. Après, l'état d'implantation, souvent par défaut, les entreprises étrangères pensent au Delaware comme étant l'état propice à créer une filiale. Ça peut être un bon choix. C'est pas toujours le choix idéal. Encore une fois, on va passer en revue quelques éléments. On ne va pas rentrer dans les détails de tous les éléments. Le Delaware, ça peut être, vu qu'il y a énormément d'entreprises qui sont installées dans le Delaware, c'est un État qui a beaucoup d'avocats d'affaires beaucoup d'avocats d'affaires au travers des États-Unis connaissent le droit du Delaware. Et donc, ça vous permet d'avoir une structure qui est assez standardisée. Mais si vous avez une activité avec un stock dans un autre État, ça peut avoir du sens d'implanter votre filiale dans cet État-là. Donc, il n'y a pas vraiment de choix optimum. Également, quand vous avez créé votre filiale, si vous arrivez depuis l'Europe, vous n'avez pas d'employés américains ou de structure américaine, il va y avoir également un timing. Ça prend du temps de créer une filiale. Si vous êtes un citoyen américain, ça se fait quasiment instantanément, mais si vous n'avez pas de citoyen américain en tant qu'officiel de votre entreprise, ça peut prendre 6 à 8 à 12 semaines. Et donc, le gros point, ce que je vous dirais, c'est pour créer une filiale, il faut s'entourer d'un ensemble de fonctions. Donc, je parlais de la fonction d'avocat. Il faut également un expert comptable, une banque. Qui dit filiale dit compte en banque américain. Une assurance. Donc, ça, c'est beaucoup de contrats d'assurance en Europe excluent le continent nord-américain de leur contrat d'assurance. Donc, il faut souvent soit étendre votre contrat d'assurance que vous avez existant en Europe, soit prendre un nouveau contrat d'assurance qui va couvrir seulement le marché américain. Et enfin, il faut une structure d'accueil. Donc, une structure d'accueil qui peut être soit votre propre structure d'accueil, et Franck va parler un peu de comment trouver cette structure d'accueil, ou ça peut être une structure un peu hybride, un peu comme ce que fait BB Inc. Notre mission est un peu un one-stop shop pour un ensemble de services opérationnels de nos clients, que ce soit logistique, bookkeeping, service client, hébergement d'entreprise. Donc, il y a différentes solutions qui peuvent être intéressantes et qui peuvent marcher dans différentes solutions. Donc, encore une fois, il y a des solutions, il n'y a pas une solution type. Il y a plein de solutions possibles et c'est d'où l'intérêt d'avoir ce panel et d'avoir des personnes qui peuvent vous guider pour bien comprendre votre besoin et bien trouver la propre solution qui va être propice à vous.
Merci beaucoup. Et du coup, juste avant de conclure avec vous, donc le côté gestion de filiale également, en fait, il faut bien être entouré en fait par cet entourage, parce que la gestion de filiale après, une fois qu'elle est créée, en fait, elle est vivante, il faut bien la gérer. Donc pour cette gestion, est-ce que tous vos conseils sont également valables pour assurer en fait cette gestion post-implantation? Voilà, donc la gestion de filiale, donc ouais, vous avez votre structure légale, c'est pas la fin, c'est au contraire, c'est c'est le point de départ de tout le reste, de toute votre aventure américaine. Donc, non seulement l'emplacement géographique de cette filiale va être important, il faut prendre en compte que les États-Unis, c'est 4 fuseaux horaires. Donc, que vous soyez sur la côte Est avec 6 heures de décalage ou la côte Ouest avec 9 heures de décalage avec la France, c'est quelque chose à prendre en compte. Plus vous allez être loin de la France, bah forcément, moins vous aurez d'overlap entre les horaires avec lesquels vous pouvez travailler ensemble. Mais cette implantation géographique va dépendre aussi de où est votre marché. Est-ce que vous avez un marché qui est vraiment sectorisé sur un endroit géographique très particulier ou est-ce que c'est tout l'ensemble des États-Unis? Encore une fois, les États-Unis, c'est la taille de l'Europe. Donc, si vous allez comprendre intuitivement que vous n'allez pas forcément vouloir vous installer à Varsovie pour couvrir l'ensemble de l'Europe, c'est pareil aux États-Unis. Il faut voir quel est l'emplacement judicieux. Mais souvent, les entreprises françaises ou européennes considèrent la gestion de filiales seulement comme étant la gestion du développement commercial et des ventes. C'est effectivement le nerf de la guerre. Il faut développer vos ventes pour avoir un succès aux États-Unis, mais c'est seulement un des éléments. Il y a les ressources humaines, la comptabilité, la fiscalité, les taxes sur les ventes. Il y a tout un ensemble de choses qui sont étrangères à vous quand vous arrivez aux États-Unis, et d'où l'importance de s'entourer d'experts de différents points pour pouvoir avoir un succès aux États-Unis à la fin. Merci beaucoup, Sébastien, pour tous ces bons conseils. Moi, je pense que nous aurons l'occasion d'approfondir un peu certains de ces sujets. Et je passe tout de suite maintenant chez vous, Franck, pour la partie immobilière, parce que maintenant, en fait, on parle de la gestion de filiale, création de filiale, et il faut bien sûr faire vivre la filiale en fait, dans une structure. Parlez-nous un peu de ce qu'on doit réfléchir quand on pense en fait à engager de locaux commerciaux aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on doit garder en tête? Alors, ce qu'on doit garder en tête, alors Sébastien l'a très bien dit, la première chose, la chose la plus importante, c'est un avocat. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'avocats ici qui parlent français, ou qui sont français, ou qui sont dual national. Donc, ce n'est pas très difficile, mais c'est vraiment une chose incontournable. La deuxième chose, c'est de bien comprendre ce que vous voulez faire vous-même. Quel est le produit que vous vendez? À qui vous adressez-vous? Et à quel endroit des États-Unis est-ce que vous allez être le mieux placé pour faire ça? Le Texas, Dallas, toute cette région, c'est ce qu'il y a de mieux placé pour être au centre du pays. Il y a des questions à vous poser, par exemple, quand on est parisien, ou des choses auxquelles on ne pense pas, c'est combien de jours par an est-ce que l'aéroport est fermé? Comment est-ce que les choses vont et viennent? Quels sont les canaux de chaîne de distribution? Donc, selon ce que vous allez, selon votre secteur d'activité, il y a des États qui seront plus propices que d'autres. Ensuite, il y a la qualité de vie. Il y a 50 États, 50 façons de vivre différentes. Si par exemple vous êtes dans le high-tech, il va de soi que la Californie du Nord, l'Oregon ont une labor pool qui sera plus propice. Si vous vous occupez de distribution en gros, vous êtes peut-être bien avisé d'aller au Texas parce que c'est un État qui, par exemple, n'a pas de taxes locales. 50 États, c'est 50 législations différentes, surtout au point de vue des taxes, au point de vue des lois de l'emploi. Donc, c'est une chose bien comprendre, bien rechercher les endroits qui vous plaisent
et puis les visiter, prendre le temps d'aller voir et de vous dire est-ce que c'est un endroit où je pourrais vivre, est-ce que je pourrais m'entendre avec mes voisins. Cela dit, une fois que pour ce qui est de l'immobilier en soi, ce qui est important, donc c'est une fois qu'on a fait un choix géographique, si vous descendez, vous venez à Los Angeles, je recommande, c'est une ville immense par le nombre de gens, mais c'est aussi une ville immense en superficie. Los Angeles en soi, ça fait 160 km de diamètre à peu près. Donc, les choses à réfléchir, c'est où est-ce que je vais loger mon entreprise par rapport à là où je vais habiter. Si vous avez besoin de traverser la moitié de la ville tous les jours pour aller travailler, ça vaut pas la peine. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça à laquelle penser. Il faut trouver un quartier. Une fois que vous avez décidé l'endroit où vous aimeriez habiter, essayez de garder votre entreprise à moins de 30 minutes de là où vous habitez. Sinon, vous allez devenir fou avec la congestion et le trafic. Les choses à voir ensuite, c'est est-ce que donc, si vous avez besoin de bureau, vous avez besoin d'espace industriel, vous cherchez un retail, vous êtes restaurateur, les données vont être différentes. Donc, nous, notre job d'abord, c'est ça, c'est en premier de bien comprendre ce que vous faites, où est-ce que vous pourriez être, où est-ce que vous pourriez vous loger et loger votre entreprise. Ensuite, les contrats de location, que ce soit un contrat industriel ou un contrat de bureau, etc., ils sont en général toujours biaisés en faveur des propriétaires. En France, on a pitié des locataires. Ici, le locataire, c'est vraiment une commodité. Et donc, il faut bien prendre son temps. Une fois qu'on est arrivé à trouver l'emplacement, trouver le local qui nous convient. La deuxième phase, c'est la négociation du bail. Et la négociation du bail, c'est bien sûr le prix, ce qu'on peut retirer comme loyer gratuit, etc. Mais il y a aussi un contrat, Clément pourra témoigner, un contrat, même un contrat sur une superficie un peu plus petite, il est quand même de 30 ou 35 pages, avec 3 ou 4 paragraphes par page. Et chacun de ces paragraphes est une mine qui peut revenir. Donc, il vous faut un broker qui comprenne bien le bail, qui vous l'explique. Avec mes clients français, bien sûr, je passe un petit peu de temps à essayer de leur expliquer ce que le contrat veut dire, ce qui est important, ce qui est moins important. Et on vient en aval de l'avocat pour élaguer un peu son travail. Une fois que on est sûr que le client ait bien compris ce qu'il allait signer, on l'envoie chez l'avocat pour qu'il ait une deuxième lecture, parce que il y a des choses qui sont simples à comprendre et puis il y a des choses qui sont plus compliquées. Par exemple, bankruptcy, si vous décidez de mettre la compagnie en faillite, en général, ça va vous mettre en biais du bail. Il y a peut-être, je dirais en moyenne, 100 à 200 items par contrat qu'il faut expliquer, qu'il faut comprendre. On ne peut pas toujours les négocier favorablement, mais il est utile surtout de bien comprendre ce qu'on signe avant de le signer. Ensuite, il y a le suivi, à savoir comment est-ce qu'on va meubler, comment est-ce qu'on va déménager, quels sont les in and out du bail. Ce qui est important aussi à comprendre, et Sébastien y a touché un petit peu, c'est les assurances. C'est très important d'être assuré, même d'assurer plus qu'il est normal, parce que les lawsuits arrivent très vite. Ici, les procès arrivent très vite. Donc, c'est un pays accueillant, c'est un pays agréable, la mentalité est très positive. En même temps, on peut tomber dans des pièges très rapidement et il faut vraiment faire attention. Donc, un bon comptable, un bon avocat, un bon broker et aussi bien comprendre ce qu'on
bien comprendre ce qu'on va faire soi-même, n'est-ce pas, pour savoir où s'installer. Ceci dit, j'ai voyagé dans tout le pays et je peux vous dire que Los Angeles, c'est la meilleure ville. Euh, à mon avis, c'est la ville la plus agréable. Non, il y a beaucoup de choses très bien à Chicago, il y a beaucoup de choses très bien à San Francisco. Los Angeles, on a l'avantage d'avoir le temps. Il fait beau tout le temps, il pleut peut-être 4 jours par an. L'aéroport est ouvert 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. On est près du Mexique, on est près du ski, on est près de beaucoup de choses. La vie est agréable. Maintenant, c'est un peu plus cher et c'est un peu plus la taxation en Californie est élevée. Voilà. Posez-moi des questions au fur et à mesure. Merci beaucoup. Donc, effectivement, il y a un chat en fait, qui est à votre disposition donc, pour notre public. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à faire remonter vos questions. Franck, juste avant de conclure, en fait, une dernière question spécifiquement sur le marché de l'immobilier. Parce qu'avec le Covid, beaucoup de choses ont été perturbées, bien évidemment, en fait, l'immobilier aussi. Quel a été l'impact sur l'immobilier commercial aux États-Unis et est-ce qu'il y a des solutions, par exemple les coworking space, est-ce que ce sont des solutions qui sont envisageables? Les coworking space, pendant un moment, se sont vidés, bien sûr, parce que les gens ne voulaient plus être ensemble dans un bureau. Ce que j'ai remarqué, c'est un très gros accroissement de la demande en immobilier industriel, parce que beaucoup de choses ont shifté vers comment dit-on, le mailing order. Donc, les gens qui travaillent sur l'Internet et qui ont besoin de warehouse, il y a beaucoup de compagnies qui ont grossi, qui ont doublé de taille. Donc, la demande pour l'immobilier industriel est très, très forte. La demande pour les bureaux a descendu. Maintenant, ça commence maintenant à reprendre. Les gens reprennent leurs habitudes. Et pendant longtemps, on a pensé que peut-être les gens travailleraient moins au bureau et plus chez eux. C'est un peu vrai, mais pas tout à fait. Ce que je réalise avec mes clients, c'est que ça leur manque de sortir de chez eux. On peut travailler en pyjama pendant si longtemps, mais au bout d'un moment, je trouve que les gens veulent se retrouver dans leur bureau. Le management, en général, n'aime pas beaucoup avoir les gens hors de portée de vue. Donc, je pense que l'immobilier de bureau va remonter. Les prix n'ont pas beaucoup descendu. Et le secteur qui a souffert le plus, c'était bien sûr le retail. Il y a beaucoup de restaurants qui ont fermé, de bars, etc. Mais ça commence petit à petit à reprendre. Et je ne compterai pas sur un... Tout le monde attend que le marché s'effondre, que le marché descende. Ça doit faire à peu près 50 ans que les gens attendent. D'une année sur l'autre, on voit à peu près en moyenne entre 4 et 6% d'accroissement des prix et des prix des loyers. En gros, le Covid n'a pas été aussi désastreux que les gens l'ont pensé. Et surtout, ce qui m'a surpris et je n'y avais pas pensé, c'est l'immobilier industriel, la façon dont les distributeurs ont grandi. Super, merci beaucoup Franck pour ces bons conseils. Nous passons maintenant sur un autre sujet, Myriam, avec vous. Qui sont en fait le sujet des talents et surtout pour dire en fait les RH parce que moi je pense que le RH en fait c'est un pilier important lorsqu'on pense à l'internationaliser, donc on pense aussi aux talents et à RH. Pour parler culture, parce on parlera aussi avec Alain tout à l'heure en fait un peu l'aspect interculturel, mais est-ce que la culture RH en fait d'une entreprise américaine est la même qu'une entreprise française et quelles sont les différences notables avec la culture de travail en France? Alors oui, elles sont les différences culturelles entre les États-Unis et la France sont nombreuses et tellement nombreuses d'ailleurs qu'il y a des livres sur le sujet. Alain en parlera aussi après. Donc je vais pas trop aller sur ces plates-bandes, mais dans le domaine purement des RH, donc dans le domaine de l'entreprise, des relations entre les gens, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de différences. Et c'est difficile de les résumer rapidement et c'est difficile de les appréhender. C'est difficile en plus de les appréhender qu'on est à distance.
Mais je pense qu'il y a au moins quelques concepts déjà qu'on peut évoquer maintenant. Déjà, une chose qui me frappe énormément et qui est source de frustration parfois et d'incompréhension, des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs, c'est que dans la culture de travail américaine, les États-Unis, c'est plus un pays d'experts et un pays de spécialistes, alors qu'en France notamment, on est le pays de la débrouillardise et des gens qui sont un petit peu polyvalents. C'est beaucoup moins le cas aux États-Unis, même dans des structures qui ne sont pas très grosses. Alors, c'est particulièrement vrai si les structures sont grosses, mais même dans une petite structure. D'où d'ailleurs l'importance, et ça je l'insiste dès maintenant, des descriptions de poste. Un Américain, il va faire ce qu'on lui a décrit dans sa description de poste au moment où on l'embauche. Et si on veut lui faire autre chose, ça peut être parfois très compliqué. Alors qu'en France, c'est vrai qu'on est un peu plus habitué. OK, on a une mission, mais on est habitué à déborder, à faire d'autres choses. C'est plus naturel. Donc ça, vous voyez tout de suite que ça peut être source d'incompréhension, de frustration et de problèmes d'ailleurs. Dans les autres différences importantes aussi à appréhender dès le début, c'est les horaires, tout simplement. Alors, c'est très, très trivial comme différence, mais c'est vrai que la journée typique d'un Américain dans beaucoup de domaines, et notamment dans les postes où les gens n'ont pas des très hauts niveaux, c'est ce qu'on appelle le 9 to 5. Hein. Les gens ont une journée assez bien définie et ils ont tendance à terminer beaucoup plus tôt que ce à quoi nous sommes habitués en France. Moi, j'entends souvent des Français se plaindre, ah, j'ai recruté tel poste quand même. Dans leur esprit, c'est entre guillemets un cadre. À 5 heures ou à 6 heures, il n'est plus au bureau. Ben non, oui, enfin, c'est vrai que la journée, la répartition du travail des Américains est différente. Ils ont aussi souvent moins de vacances. Donc, je pense qu'il y a un meilleur équilibre de vie qui se fait différemment de ce qu'on a en France. Encore que sur le sujet des vacances, c'est un sujet qui évolue très vite en ce moment aux US aussi. Donc là petit rappel ou petite information à connaître, les vacances, il n'y a rien d'obligatoire par la loi. Les vacances, c'est même pas obligatoire. En tant qu'employeur, on n'est pas nécessairement obligé d'en donner, sauf que c'est devenu, et c'est très important, ça fait partie des bénéfices qui sont octroyés aux employés aux États-Unis. Et au jour d'aujourd'hui, une entreprise qui ne fournirait pas de congés ou en fournirait trop peu se mettrait tout de suite en position de désavantage pour recruter des gens et les retenir. Donc, le 2 semaines de vacances que peut-être certains ont en tête, parce qu'ils l'ont entendu, 2 semaines de vacances, est de moins en moins la règle. Et moi, je vois beaucoup, même pour des petites structures, un changement vers 3-4 semaines de vacances et une demande de la part des gens d'avoir un peu plus de vacances que ce qui se pratiquait autrefois. Dernier point peut-être aussi sur les différences culturelles dans l'environnement de l'entreprise, c'est le fait que la culture américaine, ce n'est pas une culture de l'implicite, c'est une culture où les choses doivent être dites clairement, énoncées clairement. Donc ça, vous imaginez tout de suite qu'avec la culture française qui est beaucoup dans l'implicite, le non-dit, lire entre les lignes, ça va ou ça peut créer des problèmes. Le seul domaine où les choses s'inversent, c'est quand il s'agit de donner du feedback aux employés. Donc autant dans la culture américaine, on doit dire les choses de façon très très directe, claire, précise. Quand par exemple on doit vous expliquer quel est votre rôle, Omar, ou qu'est-ce que vous allez devoir faire, Franck. Par contre, si je vous donne du feedback, Sébastien, si je dois te dire que je ne suis pas très contente de ton travail, en général, je ne vais pas te le dire comme ça. Et le côté très brutal et abrupt parfois du feedback à la française, ça ne passe pas du tout aux États-Unis. Aux États-Unis, la pratique, c'est plutôt de commencer par dire tout ce qui va bien. Et puis, en sandwich, on va placer un petit peu ce qui ne va pas, en faisant passer le message qu'il faudrait faire changer les choses. Et puis après, on remet une couche d'encouragement et de positif. Alors, on pourrait élaborer, hein, bien sûr, mais je sais que le temps est limité. Donc, je voulais juste faire passer ces quelques messages sur les différences qui me paraissaient plus importantes quand on gère des ressources humaines aux US. Très, très intéressant, et ce que vous avez dit est plus que juste, parce que aux États-Unis, comme on disait, la culture d'affaires, en fait, c'est une culture distincte dans les entreprises. Mais est-ce que, de ce fait, une autre question, est-ce qu'il est difficile de recruter aux États-Unis? Est-ce que c'est compliqué, ou comment est-ce qu'on recrute aux États-Unis? Alors, vaste question, c'est sûr. Le recrutement, c'est difficile en ce moment pour n'importe quelle entreprise américaine déjà.
va commencer par ça, à cause des conséquences du Covid, de tout un tas de réajustements qui se font dans plein de secteurs, de gens qui quittent un peu en masse certains secteurs d'activité, du fait que l'économie a repris, a des besoins et il n'y a pas assez de gens pour certains postes. Donc, c'est déjà dur pour une entreprise américaine. Donc, vous imaginez qu'une entreprise étrangère, nouvelle, qui est inconnue, toute petite et qui éventuellement n'est pas encore sur place, ça va être compliqué. Donc déjà, à cause de ça, il faut absolument au moins comprendre l'environnement, se faire aider et être capable aussi d'adopter rapidement les codes et les pratiques pour pouvoir recruter. Parce que si on vient avec des codes français, des pratiques françaises, on ne va pas y arriver dans un marché qui est compliqué déjà pour l'entreprise américaine. Et une dernière question pour terminer, donc, ou plutôt en fait vos recommandations, surtout pour les entreprises qui veulent recruter sur place, ou on a aussi parfois des entreprises qui veulent envoyer des expatriés. Quelles sont vos recommandations pour ces entreprises? Alors moi, sur ce sujet-là, je reste convaincue que le mix idéal, c'est un mélange, c'est-à-dire c'est d'envoyer du talent de France et si possible du talent de haut niveau. Alors ça dépend bien sûr du projet de l'entreprise, mais une entreprise qui a un projet sérieux de développement aux États-Unis, qui a des ambitions quand même d'une certaine taille, je pense que d'envoyer un des dirigeants ou en tout cas quelqu'un d'assez haut placé de France pour être un petit peu le leader du projet, c'est avec le recrutement de talents locaux américains, c'est la solution à mon avis gagnante. Parce que de toute façon, en ce moment, en termes de conseils, recruter à distance sans être sur place du talent purement américain, c'est assez compliqué. C'est possible, mais à ce moment-là, il faut absolument se faire aider parce que sinon, je pense que c'est la porte ouverte à pas mal d'erreurs. Ça passe par les questions à ne pas poser quand on interviewe des Américains. Ça passe par on ne peut pas juste recruter des gens et leur offrir un salaire, il faut leur offrir des bénéfices. C'est un sujet en soi qui peut faire l'objet d'un webinaire. Il faut être capable d'offrir de l'assurance santé, etc. Donc, ça demande quand même tout un tas de préparatifs. Et du coup, pour répondre à votre question, Omar, je pense que pour moi, l'idéal, c'est un mélange des deux. Les gens qui viennent de France, ils apportent la culture, ils apportent aussi de la crédibilité. Et ça va même aider. Le fait d'avoir des gens qui viennent de France, ça va aider au recrutement de talents locaux qui vont se dire c'est un projet sérieux, c'est un projet solide, quand même, ils envoient quelqu'un. Voilà. Je sais que le temps est limité, donc je m'arrête là, mais il y aura peut-être une ou deux questions à la fin. Parfait, merci beaucoup Myriam. Et puis du coup, en fait, ça nous fait une bonne transition vers Alain. Alain, on parle culture, on parle un peu les attentes, les différences culturelles en fait en entreprise. On entend aussi parler de choc culturel, à la fois pour les chefs d'entreprise qui viennent, mais pour les personnes, les familles des expatriés qui viennent. Vous voulez nous en dire quelques mots sur ce sujet? Ah, votre micro est coupé, Alain. Ah, j'ai l'impression qu'il est toujours coupé. Voilà, je suis désolé, il y avait un problème de son. Donc oui, effectivement, le choc culturel, c'est quelque chose que tout le monde traverse en venant aux États-Unis. Et c'est dû fondamentalement à la différence qu'il y a entre l'enthousiasme et l'euphorie initiale qu'on amène avec son projet, et puis les difficultés inattendues et les moments où rien ne se passe comme prévu. Et donc, cette différence entre voilà, un projet qui devrait bien se passer et puis des choses qui ne se passent pas bien, c'est la base en fait de ce choc culturel qui peut être très important. Et ça concerne à la fois l'entrepreneur ou l'exécutif qui vient dans le cadre de son emploi, mais ça concerne évidemment aussi les familles, donc les conjoints en particulier, et même les enfants. Donc, d'où vient cette différence de culture? Parce qu'en fait, le fond du problème, il est là. Il y a une différence culturelle qui est très importante entre la France et les États-Unis, qui en plus passe relativement inaperçue, puisque beaucoup de gens pensent simplement qu'en ayant
vu des séries américaines, en étant proche de cette notion des États-Unis qui est souvent fantasmée, on a l'impression de connaître bien les États-Unis. Et ça, c'est une erreur très importante qu'on voit régulièrement. Alors, cette culture, parce que en fait, aujourd'hui, la grande majorité du peuple américain, c'est des personnes qui sont issues de l'immigration. Je crois que les dernières statistiques, c'est moins de 2% de la population américaine qui est une population originale des États-Unis. Mais pour autant, c'est des familles qui se sont installées il y a longtemps, et c'est une culture d'immigration, je dirais, principalement sur les 150 dernières années. Et ce vécu de ces familles est extrêmement différent de celles qui sont restées essentiellement en Europe ou en Asie, selon les époques d'immigration. Et c'est ce qui explique que la culture et le vécu, en fait, au cours des décennies de ces familles est extrêmement différent. Et c'est ce qui explique que le comportement en particulier est largement différent. Et bon, c'est un long sujet qu'on pourrait évoquer, mais bon, on voit l'impact de ça, par exemple, sur la gastronomie, sur des comportements des personnes, le côté individualiste et solidaire de la culture américaine, ce qui semble incompatible, mais en fait qui s'explique très bien par cette histoire, qui est une histoire assez complexe. Et donc, d'une façon générale, quand on arrive aux États-Unis ou quand on a l'intention d'y venir, il faut relativement vite évaluer correctement ce qu'on ne sait pas, ce qu'il faut réapprendre. Et avec les États-Unis, c'est beaucoup. On assume qu'on sait comment se passent les choses ici, et on assume qu'elles se passent de la même façon qu'elles se passaient dans notre pays d'origine. Eh bien, fondamentalement, c'est faux. Voilà. Et d'une façon générale, plus on est préparé, plus on aura des outils à disposition pour gérer effectivement cette phase qui sera, comme pour tout le monde, difficile. Il vaut mieux le savoir à l'avance. Et puis, surtout, trouver les bons points d'appui, parce qu'on a besoin d'aide. C'est une aventure qu'on ne peut pas mener seul, à aucun moment. Et ça aussi, c'est une autre difficulté qu'on voit souvent. C'est des gens qui s'isolent, qui pensent connaître en fait la plupart des sujets et qui se plantent sur à peu près tout. Donc ça, c'est une grosse difficulté du choc culturel. Merci. Et puis, une fois en fait ce choc passé, je pense qu'on entre dans la phase d'intégration. Est-ce que vous avez quelques recommandations à faire en fait par rapport à cette phase d'intégration? Comment est-ce qu'on développe ces contacts, le réseau pour le chef d'entreprise, mais tant au niveau professionnel que personnel? Oui, absolument. Le réseau, le networking, comme on dit ici, c'est la question fondamentale de l'intégration à la fois business et sociale. Et c'est bien les deux en même temps, en fait. Les deux sont très liés. Ici, aux États-Unis, souvent, ce que vous faites, donc votre activité professionnelle, est ce que vous êtes aux yeux des Américains. Donc, alors, on comprend bien, par exemple, que dans ce contexte, c'est beaucoup plus difficile pour les conjoints que ça ne l'est pour les personnes qui ont leur projet d'entreprise ou leur activité professionnelle déjà aux États-Unis, puisque généralement, les conjoints n'arrivent pas à travailler dès le début. Il faut des demandes d'autorisation. Certains n'ont d'ailleurs pas l'autorisation de travailler aux États-Unis. Mais cette question, effectivement, d'intégration par l'activité professionnelle fait partie de la culture américaine de base. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience. Pour un conjoint, de dire, voilà, bonjour, qu'est-ce que vous faites? Je ne fais rien encore, mais j'étais dans ce domaine, etc. Déjà, l'attention des Américains est partie. Donc, c'est un des éléments. Alors, pour ce qui concerne le networking, c'est quelque chose qu'il faut commencer très tôt dans son projet américain, bien avant de partir, parce que c'est long à faire, parce que c'est long à solidifier, et ça prend beaucoup de temps. Donc ça, c'est incontournable.
Alors, à distance, ça peut se faire par des outils comme LinkedIn, par exemple, qui sont des outils qui sont très commodes pour ça. Ça peut se faire à travers des associations professionnelles qui sont en contact avec l'étranger. Ça peut se faire avec des organismes qui sont franco-américains, qui vous mettent aussi en contact avec les États-Unis d'une autre façon. Et puis, ça se fait après localement quand on arrive. Donc, il y a des lieux particuliers pour ça, comme par exemple les BNI, qui sont les Business Network International. Donc, c'est un endroit où on ne fait que du réseau. C'est destiné à ça. C'est très américain, très efficace. C'est surprenant pour les étrangers parce que c'est extrêmement business, minuté. Il y a des contraintes qui sont très fortes. Il faut être présent, il faut être à l'heure, etc. Et puis, il y a aussi toutes les communautés locales qui aident à faire le lien entre donc, votre communauté d'origine, la communauté française, et puis la communauté américaine. Alors, typiquement, ici à Los Angeles, on a donc des associations comme le French Cluster qui vous accueille aujourd'hui, mais on a aussi d'autres associations comme Elle Collective, une association de femmes entrepreneurs qui assure un petit peu ce rôle à la fois d'aide, d'entraide, mais aussi de lien avec la communauté américaine. Et donc voilà, je pense que ça vous donne une première idée de comment démarrer ça, à la fois à distance et puis ici aux États-Unis. Parfait. Et juste avant que je passe à Clément, mais vraiment en 1 minute, est-ce que vous voulez nous faire en fait un retour d'expérience sur le retour d'un expatrié? Alors très rapidement, je vais vous donner quelques points positifs. On pourrait parler aussi des difficultés rencontrées, mais pour les aspects positifs, c'est une aventure enrichissante. Ça, c'est vraiment pratiquement 100% des gens qui ont traversé ce genre d'aventure le disent. Ça permet de retrouver l'énergie, ça permet de s'inspirer. C'est des moments où on ose prendre des risques. Ça aussi, c'est quelque chose qui, dans une carrière professionnelle, n'est pas toujours le cas quand on reste dans son pays d'origine. Ça apporte de la créativité, de la liberté, du positivisme. Et il faut aussi bien réaliser que les difficultés ne sont généralement jamais là où on les attend. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à garder en tête. Merci beaucoup pour ces conseils très précieux. Et bien maintenant, nous aurons l'occasion d'écouter Clément. Donc, et Clément, sur votre expérience. Donc, Clément Aubray, vous êtes donc CEO de Rotisol. Et après avoir 4 années en France dans l'aéronautique, vous êtes arrivé en 2019 aux États-Unis pour comme mission de restructurer la branche américaine de Rotisol, qui est un leader mondial dans la fabrication de rôtissoirs depuis plus de 65 ans. Et vos produits sont utilisés par les restaurants, supermarchés, hôtels et chaînes de magasins renommés dans le monde entier. Et vous possédez donc des usines en Europe et aux États-Unis, et vous êtes basé à Los Angeles. Je vous passe la parole. Absolument, merci Omar. Alors avant tout, moi je voudrais dire que je rejoins complètement tout ce qui a été dit par nos experts. J'ai vécu, alors ça fait que 2 ans certes, mais dans ces 2 ans, ça a été quand même très, très riche et très intense puisque j'ai dû restructurer une société dans un contexte de crise Covid où nos clients étaient globalement les plus impactés. Et je rejoins vraiment tout ce qui a été dit. Il faut mettre de côté toutes ces idées préconçues qu'on peut avoir. Il faut considérer qu'on ne sait pas. Je pense que c'est vraiment primordial quand on arrive dans un nouveau projet comme ça aux États-Unis. Il faut vraiment considérer qu'on ne sait pas et faire appel aux gens qui savent et qui sont effectivement sur le territoire américain depuis de nombreuses années. Donc, bon, aujourd'hui, Rotisol est dans une situation qui est beaucoup plus saine et confortable. On a de nombreux projets de développement. Et je dirais que ce qui m'a permis aujourd'hui d'atteindre cette situation, c'est avant tout de l'adaptation, puisque on a un choc culturel, comme on en a parlé. Si on ne s'adapte pas, ce n'est pas le pays qui va s'adapter à vous. Donc, c'est un échec assuré.
Et puis de la détermination, évidemment, puisque des doutes, des difficultés, on va en avoir. Donc, si vous n'êtes pas déterminé aussi à atteindre vos objectifs, quand je dis déterminé, ça ne veut pas dire ne pas se remettre en question, bien au contraire. Mais en tout cas, voilà, faire preuve dans certains moments un petit peu prendre un peu de hauteur et se recentrer sur ses objectifs principaux. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé quand je suis arrivé, j'ai très rapidement eu l'appui du French Cluster. Alors, je précise, hein, ce n'est pas un partenariat rémunéré, mais c'est vrai que le French Cluster m'a beaucoup aidé. J'ai rencontré des gens dans des domaines aussi variés que la banque, l'IT ou l'immobilier. J'ai notamment travaillé avec Franck. Et je dois dire que pour moi, c'est très important de se rapprocher et de s'appuyer sur la communauté française parce que ce sont des gens qui sont là depuis de nombreuses années, qui connaissent très bien leur secteur et très bien le marché américain. Et à la fois, ils connaissent aussi les difficultés que vous pouvez rencontrer puisqu'ils sont, pour la plupart, passés par là. Donc j'ai eu une aide très importante de toutes ces personnes. Et je pense que c'est un des points qui m'a permis d'arriver à rétablir une situation qui était un petit peu compliquée. Et je dirais aussi que un des points principaux, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, et ça c'est un point vraiment primordial quand on est français, il ne faut pas avoir peur de faire appel à des professionnels locaux, bien que parfois ça va peut-être vous coûter un petit peu d'argent, certes, au début, mais c'est primordial parce que ça va vous éviter de tomber dans des pièges dont on a pu discuter précédemment, des pièges qui peuvent tout simplement causer l'échec de votre projet. Moi, ce que je dis souvent, c'est que les Français cherchent à dépenser moins, là où les Américains cherchent à gagner plus. Et on est vraiment, je trouve, il faut vraiment réussir à sortir de cette vision-là. Le Français va dire, bah oui, mais je peux économiser si je fais tout seul, je ne vais pas dépenser ça ou ça. Ce qui est tout à fait entendable, puisque quand on lance son projet, on n'a souvent pas beaucoup d'argent, il faut qu'on fasse des choix. Néanmoins, les Américains vont plutôt chercher à vous dire, bah oui, mais si je fais appel à ce broker ou cet avocat, lui, il va me faire gagner beaucoup plus. Donc, cet écart dans la vision des choses est, je pense, à prendre en compte pour que votre projet aboutisse et réussisse finalement. Donc voilà, moi, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc j'essaye de faire très rapidement et je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais je partage vraiment tout ce qui a été dit précédemment. Et je dirais que voilà, dans les points très importants, c'est de savoir se remettre en question, même si c'est vrai partout, mais encore plus quand vous arrivez dans une culture qui n'est pas la vôtre. Et faire appel aux gens qui savent et qui sont sur le territoire depuis de nombreuses années. Moi, ce qui a été mon cas, par exemple, si je prends un petit exemple factuel, j'arrivais en fin de bail commercial et comme tout bon Français, on pense que l'augmentation de loyer va être capée à 2% ou globalement, ça va être, vous allez juste avoir une petite augmentation de loyer. Mon propriétaire m'a dit, bon, bah, très bien, vous payez vos loyers depuis 6 ans, vous êtes un très bon locataire. Donc, le loyer, maintenant, c'est plus 30% pour exactement la même chose. Donc, évidemment, quand on est français, on se dit, mais attendez, c'est comme ça que ça marche. Et effectivement, c'est comme ça que ça marche. Donc, il a fallu que je trouve assez rapidement une solution. Et je me suis fait aider donc par Franck. Et c'est vrai qu'il y a tout un tas de petites choses qu'on n'imagine pas, mais voilà, demander des loyers gratuits, ça ne me serait pas venu à l'idée tout seul. Négocier tout un tas de petites choses dans le bail, bien que
encore une fois, Franck l'a dit, mais le marché des locaux industriels est très serré en ce moment. Donc, vous négociez pas grand-chose, il faut être clair. Mais il y a quand même tout un tas de petites choses qu'il faut prendre en compte. Et si vous n'êtes pas aidé, c'est vraiment, vraiment compliqué, quoi. Donc voilà, globalement, ce que je peux dire sur mon expérience. Mais bon, quand même, je vais finir sur une note positive, c'est que c'est malgré tout une expérience incroyable, enrichissante. Et à l'heure où les gens cherchent plutôt une expérience de vie, c'est une expérience de vie qui va vous remuer, certes, qui va voilà, vraiment vous bouger dans ce que vous pouvez vivre en France, mais ça vaut le coup d'être tenté. Merci beaucoup, Clément. Donc, il nous reste vraiment 3 minutes et demie pour les questions. Donc, s'il y en a, je vous invite à les écrire tout de suite. Puisque, en fait, on était avec vous, Clément. Donc, quelles sont les prochaines étapes de Rotisol, en fait, aux États-Unis? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je dirais que le Covid, forcément, vous met une claque. Donc, on a d'abord essayé d'éteindre l'incendie et puis maintenant, on s'est posé les vraies questions, à savoir pourquoi est-ce qu'on était dans une situation difficile. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on avait un petit peu tous les œufs dans le même panier. Donc, maintenant, on est dans une stratégie de développement commercial qui va nous permettre d'attaquer différents marchés pour avoir un équilibre et une sécurité à l'avenir quand un des marchés ne va pas bien. Donc aujourd'hui, on a plusieurs projets de développement, une nouvelle marque pour aller attaquer des marchés qui sont différents que ceux qu'on avait l'habitude d'attaquer auparavant. Donc, on va dire que c'est vraiment une stratégie de développement commercial avec des canaux différents de revenus. D'accord. Merci. Une question pour Myriam. Est-ce qu'il existe une pénurie de la main-d'œuvre qualifiée aux États-Unis ou vaut mieux en fait privilégier des talents depuis la France? Alors, en fait, ça va dépendre énormément des lieux, mais aussi surtout des métiers. Donc, si je veux faire simple, très clairement, si une entreprise va chercher du talent technique, par exemple, dans les domaines de technologie, des ingénieurs ou même des ingénieurs technico-commerciaux, surtout des gens de technique ou des techniciens, c'est très compliqué en ce moment aux US d'en trouver et ça peut être très cher. Et à nouveau, une entreprise qui démarre ou qui est petite, qui n'est pas connue, peut avoir du mal à attirer les talents. Donc, ça peut être une bonne solution d'envoyer des gens. Donc, par exemple, d'utiliser le programme des VIE pour envoyer des ingénieurs. Je pense cet exemple, Omar. Après, sur du talent commercial, ce n'est pas forcément une très bonne idée d'envoyer des commerciaux qui ne connaissent pas la culture parce que ça va leur prendre un temps d'apprentissage pour être efficace. En finance, ça peut dépendre. Au niveau managérial, je dirais qu'il n'y a pas forcément les pénuries de talent qu'on observe, c'est plus vraiment sur des postes d'expertise, des postes de mid-management et entry level. Sur du très haut de management, il y a du talent managérial disponible aux États-Unis, qui a une fluidité de marché et c'est quand même assez possible de trouver. Donc, ça va vraiment dépendre un petit peu de ce que l'entreprise cherche. Ça peut vouloir le coup d'en parler avec des gens qui vont pouvoir répondre et dire ponctuellement, là, oui, il vaudrait peut-être mieux que vous envoyiez du talent plutôt que de lancer une recherche, par exemple. Merci beaucoup. Et une question que je vois pour Alain. Vaut-il mieux envoyer une personne de France pour amorcer un réseau sur les États-Unis ou bien existe-t-il des agents indépendants qui pourraient nous représenter? Oui, c'est une excellente question. Alors, je pense que c'est la question aussi de la multiculturalité de ces personnes, puisque ça va être le lien entre l'entreprise d'origine et donc la culture du produit ou du service de cette entreprise, et puis l'adaptation au marché américain et donc le lien avec les États-Unis. Je pense, par rapport à cette question, je dirais probablement un mix des deux est bien, c'est-à-dire avoir à la fois
une personne qui vient de France, et comme le disait Myriam tout à l'heure, ça a du poids aussi, quelque part, de pouvoir montrer aux partenaires américains, aux clients américains que des personnes de France sont venues s'installer là et donc croient en leurs produits. Et puis, ça fait le pont aussi par rapport à l'entreprise qui est basée à l'étranger, mais avoir qu'ils soient biculturels et qui puissent faire l'interface avec les Américains, c'est aussi une très bonne chose localement. Donc, je pense que c'est un peu un mix des deux. Merci beaucoup, Alain. Et je vois que nous avons épuisé donc l'heure. Moi, je pense que tout d'abord, je vous remercie en fait, tous les panélistes en fait, pour vos excellents conseils, pour ces très bonnes recommandations. De ce que je retiens et ce qu'on peut conclure en fait, sur ces paroles, c'est qu'il est très, très important. En fait, les États-Unis, ça reste bien sûr en fait, un marché, c'est pas un marché de proximité par la France, différences culturelles, les aspects logistiques, RH. Donc, c'est un marché qui coûte de l'argent, donc il faut bien anticiper ça, il faut bien s'entourer, il faut bien être avec un bon avocat, un fiscaliste, donc toutes ces personnes en fait qui vous accompagnent, et surtout il faut bien se préparer, parce que ce que vous avez dit à tous ces éléments, en fait quelqu'un qui vient avant de faire en fait une bonne préparation déjà en France, donc il faut tout commencer en France avant d'attaquer donc ce marché qui est un marché attractif et à gros potentiel, certes, mais qui peut représenter des challenges et des défis si toutes les conditions de préparation ne sont pas au rendez-vous. Je vous remercie pour vos conseils, pour ce panel. Pour le public, vous pourrez retrouver cette vidéo sur la chaîne YouTube de la French Cluster. Et je vous remercie pour votre participation et je vous dis à bientôt pour la suite. Merci beaucoup.